civile internationale. Mais avant lui, il est déjà en ligne au téléphone. C'est bien le ministre du Travail et de la fonction publique, Julien Yambouno. Avec lui, nous débattrons de l'assainissement du fichier de la fonction publique, de la gestion du vide laissé par le départ massif à la retraite ou encore des perspectives de réforme à l'horizon 2023. Oui, très rapidement, Boubacar Sansobari pour clore la partie politique avant qu'on ne parte avec nos invités. Alors, c'est par rapport à la distinction que Ousmane Gawal Diallo essaie d'établir depuis quelques jours entre les acteurs, les institutions politiques et les leaders et les personnes politiques. Moi, je dis d'abord que le débat s'est toujours posé quand Obama a dit au Ghana que l'Afrique a besoin non pas de personnalités fortes, mais d'institutions fortes. Le débat s'est toujours posé. Il y a toujours des gens qui ont contesté ça. Blaise Compaoré, à l'époque, a rétorqué en disant que c'est les hommes forts qui animent les institutions fortes. Voilà, donc de ce côté, le débat n'a jamais été tranché. Mais aussi, je dis, dans le contexte de la Guinée, je suis en train de me demander si le porte-parole du gouvernement dit écoutez, c'est les institutions que nous visons, ils ne sont pas obligés de revenir. On se demande à un moment donné, est-ce que ce n'est pas une façon implicite de reconnaître que ceux-ci ne doivent pas venir? Parce que idéalement, est-ce que ce n'est pas eux qui devraient... Nous ne voulons pas d'eux. Voilà. Est-ce que idéalement, c'est pas... Forcément, c'est trop caricaturé ça. C'est caricatural. Non, c'est un raccourci que vous empruntez. Très dangereux. Pas forcément. Si je comprends comment... Ce n'est pas un sujet de On va revenir, Boubacar Sansobari, sur tout ça demain. Il a l'habitude de noyer mes sujets, c'est pas grave. Oui, il est votre voisin pour ça. On va partir sur le terrain, puisqu'il est déjà en ligne, Julien Yambouno. On refait le monde, l'invité. Julien Yambouno, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous êtes le ministre du Travail et de la fonction publique. Première question, Boubacar Sansobari. Alors, on sait que le dossier de l'assainissement de la fonction publique, du fichier de la fonction publique plutôt. Je vous reçois très mal. Allô, vous nous entendez? C'est mieux maintenant, oui. Alors, je disais que je sais que le dossier de l'assainissement du fichier de la fonction publique est prioritaire chez vous depuis votre prise de fonction. Aujourd'hui, quel bilan peut-on en faire? Bon, le bilan qu'on peut faire très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte, mais on ne va pas entrer dans les détails. Le bilan qu'on peut faire, c'est essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'est d'abord combien d'argent ont été sortis du fichier qui ne méritait plus d'être là pour plusieurs raisons, soit pour cause de décès, soit pour cause d'abandon de poste, soit pour normalement ils devaient faire valoir leur droit à la retraite depuis des années, 5 ans, 6 ans, 8 ans, parfois 10 ans, mais ils restaient toujours dans le fichier de la fonction publique. Ou alors, c'est en tout cas des gens qui ne sont pas à leur poste. Ou bien ils avaient bénéficié d'un congé de formation qui ne dépassait pas 12 mois. Ils ont accompli les 12 mois déjà, ils sont allés en congé de formation ou congé de maladie sans formalité pour la plupart, donc sans que leur acte n'ait été approuvé et validé par les autorités compétentes, ni les ministères sectoriels, ni le ministre en charge du travail et de la fonction publique. Et donc, il y en a qui y sont depuis 3 ans, 5 ans. Avouez que ce n'est plus un congé de formation ni de maladie, mais bien un abandon de poste. Donc, c'est ce qui nous donne toutes ces situations et peut-être beaucoup d'autres marginales qui nous donnent 11 426 agents aujourd'hui sortis du fichier général de l'administration. Et puis, à ces chiffres de 11 000 doivent s'ajouter cette semaine 2 308 agents qui doivent aussi faire valoir leurs droits à la retraite au titre de l'exercice 2022. Le total sera donc près de 13 734. Donc voilà, et sans oublier que le processus est continu et qu'il y aura d'autres éléments qui viendront s'ajouter à la situation actuelle. Voilà ce que je peux dire. Et cela a généré aussi de l'épargne pour la masse salariale qui revient à chaque fin de mois au gouvernement guinéen. Aujourd'hui, on est à environ de près de 32 milliards par mois d'engrangés et qui s'est volatilisé à la fin de chaque mois. Attendez, voilà, 32 milliards liés au départ
des fonctionnaires à la retraite ou bien fictifs. Ou les fictifs. La gestion des fictifs, oui. C'est la gestion des fictifs qui donne une marge bénéficiaire de 32 milliards ou par bien mois, les départs plus l'ensemble des fictifs. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le total de 11 426 agents sortis du FGA, c'est pour plusieurs causes. J'ai énuméré les différentes causes, les différentes raisons, les différents motifs. C'est l'ensemble qui donne 11 426 et le chiffre qui va passer à 13 734 dans les jours à venir parce qu'il y a près de 2308 qui doivent aller aussi à la retraite au titre de 2022. C'est ce que j'ai dit. C'est le résumé de l'ensemble des opérations pour le moment. Oui, monsieur le ministre, comment se passe la coordination entre vous et vos représentants au niveau des départements ministériels? Je veux parler des directeurs de ressources humaines pour éviter qu'il y ait des cas de mission comme ceux qu'on a connus par le passé. Des gens avaient été... Je n'ai pas bien entendu. Je dis comment vous me recevez? Oui, je dis comment se passe la coordination entre le ministère et vos représentants dans les départements ministériels. Je veux parler des directeurs de ressources humaines pour éviter des cas d'omission parce que tout récemment, des agents avaient été omis du fichier de la fonction publique alors que leur droit d'aller à la retraite n'était pas encore arrivé. Ensuite, tout récemment, vous avez radié 250 personnes du fichier de la fonction publique. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des gens qui sont décédés, déclarés décédés, ou est-ce que ce sont des gens qui sont à l'étranger, qui ont fait un cas d'abandon? Oui, quand on dit que comment nous coordonnons avec les DRH, ce n'est pas que les DRH, c'est tout un ensemble d'acteurs. C'est vrai que dans les départements ministériels, dans les préfectures, les régions et les institutions publiques, c'est les DRH qui sont là, qui représentent le département. Nous coordonnons avec eux, avec l'inspection générale de l'administration publique, en ce sens que toutes les informations qui sont identifiées au niveau central sont ramenées à la base pour vérification et inversement, c'est-à-dire que toutes les informations ou tous les cas identifiés à la base sont remontés au niveau central pour être traités par les différents services techniques qui sont essentiellement l'inspection générale de l'administration publique, la direction nationale de la fonction publique, la direction nationale des services informatiques. Donc, c'est coordonné de part et d'autre. Et donc, voilà. Maintenant, vous avez parlé des cas qui ont été, des gens qui auraient été omis et qui ne devraient pas faire valoir leur droit à la retraite, qui ont été envoyés à la retraite. C'est pas une omission. L'omission, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que quelqu'un devrait bénéficier d'un droit. On a préparé une liste. Il n'est pas sur la liste. C'est une omission. Mais ici, il s'agit des erreurs inhérentes à toute gestion administrative. Je l'ai dit une fois. Mais dans la plupart des cas, quand il y a eu des revendications... Mais la marge est grande là. 80... Non, pas du tout. 80%. On a la liste, on nous informe, on a la liste, ces personnes concernées nous informent. Et jusque-là, d'ailleurs, pour la plupart, les problèmes n'ont pas été encore réglés. Oui. Ah, si vous dites on laisse, tout le monde peut l'avancer. C'est les on-dit. Donc maintenant, moi je vous dis, les chiffres officiels, 90% des gens ont effectivement fait, c'était vraiment mérité. Parce que je l'ai dit encore une fois, quand les gens vous envoient des informations, nous sommes dans un monde où le photocopiage, la triche et la fraude, le scanning dominent notre monde. Les gens peuvent produire n'importe quel acte pour dire que, pour montrer que ce que nous faisons n'est pas bon, ou n'est pas juste, n'est pas exact. Ils peuvent sortir des informations de nulle part pour vous les remettre. Il vous revient, quand vous recevez ce genre d'informations, d'être un peu curieux, s'il vous plaît, de dire, bon, j'ai cette liste-là, c'est bon de parler au téléphone avec le ministre, mais envoyons-lui la liste, et il va chercher à vérifier si c'est la bonne liste que nous avons. Oui, on a fait ça, on a fait ce recoupement, et parce qu'il y a des personnes dont les erreurs ont été commises au niveau de leur âge, de leur âge, et qui sont allés à la retraite cependant, et elles ne devaient pas... Qui ont d'ailleurs moins de 30 ans. Voilà, justement. Et il y a même ceux qui, aussi au niveau des grades, des docteurs qui ont été mis à la touche, alors que la procédure n'a pas été respectée, monsieur le ministre. Oui, voilà. Vous dites on, moi, à chaque fois qu'on dit on, ça me... Je ne vous ai pas dit on, j'ai dit le cas des docteurs. Non, quand vous dites qu'on a fait des recoupements, qui est attitré de faire ces recoupements, c'est vous? Monsieur le ministre. C'est nous.
Monsieur nous le devons ministre, faire les recoupements. il y a... Les gens, quand on les voit, ils sont jeunes, ils ont 20 ans. Cette question-là, nous l'avons clairement expliqué à maintes reprises. La retraite se rapporte à l'âge physique de l'agent en fonction de sa hiérarchie et de son grade. Ainsi, tous ceux qui sont professeurs reconnus par le CANES, donc on dit professeurs de la magistrale, à l'âge de 70 ans, ils vont à la retraite. Tous ceux qui ne sont pas de ce grade-là, qui sont de la hiérarchie à des simple, à l'âge de 65 ans, ils vont à la retraite. Les autres, à l'âge de 60 ans, ils vont à la retraite. Maintenant, si on dit qu'à cet âge-là, vous allez à la retraite, on vous a engagé à la fonction publique, vous avez négocié. À l'âge, c'est marqué sur votre âge, sur les documents que vous avez fournis, que vous êtes né en 1935. À ma place, faites l'arithmétique simple. Tous ceux-là qui sont nés en 1935, peuvent-ils être aujourd'hui à la fonction publique? Je vous laisse le choix de répondre à cette question. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. D'accord, on va... Aussi, s'il vous plaît. Les 250 qui ont été radiés tout récemment, là, qui sont-ils? Voilà. Les gens qui ont été radiés tout récemment, si vous avez l'acte, vous lisez l'intitulé, vous me rappelez, parce que moi, il y a plusieurs actes que nous prenons. Parce que c'est marqué. L'intitulé indique clairement pour quelles raisons les gens ont été radiés. Est-ce que vous voulez dire que c'est... Oui, bon, si j'ai bonne mémoire, il est juste écrit portant radiation de 250 agents. Oui. Je pense que l'intitulé c'est limité à ce niveau. Moi, je veux savoir, est-ce que ce sont des gens qui sont déclarés décédés ou qui ont fait l'abandon de poste, qui sont partis à l'étranger, par exemple, sans pour autant revenir? Et bon, je ne vous ai pas bien perçu vers la fin. Que dit l'acte? L'intitulé? Non, l'intitulé dit que 250 agents, portant radiation de 250 agents de la fonction publique. C'est ce que l'intitulé dit, pardon. Non, le libellé doit être un peu plus clair. Il y a toujours la raison, soit pour l'abandon de poste, soit pour cause de décès, soit pour... Mais c'est pas comme ça, s'il vous plaît, je ne pense pas. D'accord. Oui, Habib Marouane, une question. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de vos propos, vous aurez certainement réalisé une économie de 32 milliards à l'issue des opérations d'assainissement. Mais selon des informations, il semblerait que ces montants ont été calculés à partir du cumul des salaires des fonctionnaires retraités en fin d'année 2021. Alors que dit la loi en la matière? Est-ce normal de votre part de procéder à un tel cumul pour s'adjuger certainement ce bilan? Et ensuite, puisqu'on parle du double mandatement, il y a un cas spécifique qui vous interpelle, vous personnellement. On apprend que vous avez été vous-même radié de la fonction publique pour abandon de poste par le feu ministre Sékou Kourouma. Mais alors que pendant que vous étiez à Plan Guinée, mais selon toujours mes sources, votre salaire était effectivement touché par un de vos proches. Il semblerait que des documents en font foi. Mais après votre nomination récemment, il y a eu certainement ce réveil en vous de vouloir régler des comptes à un certain cadre qui a été nommé comme étant votre secrétaire général. Il paraît que c'est ce dernier qui aurait signé votre acte de licenciement. Donc, et vous l'avez accusé, pour avoir raison sur lui, vous l'avez accusé d'être double mandataire. Donc, on voudrait avoir vos explications, monsieur le ministre. Si beaucoup de telles voilà informations... le chantage, voilà le canular. Je défie quiconque, que ce soit vous, que ce soit un magistrat, que je sois quiconque, s'il est sûr de ce qu'il dit, d'aller porter plainte, d'aller rapporter exactement avec les documents clairs à la main, à la cuillère. La cuillère n'est pas pour ça. Donc, qu'on cesse de raconter parfois des choses parce que le travail que je fais ne plaît pas à certains, parce que vous savez que dans ce pays-là, dès que vous touchez à des intérêts indus, tout le monde c'est le lever de bouclier. Je défie quiconque. Si vous avez les documents, prenez-les maintenant, s'il vous plaît. Allez-y déposer à la cuillère. Je crois que leur bureau est encore ouvert. Et comme ça,
celui qui parle comme ça là, normalement, vous auriez pu lui demander, ça fait donc plus de 20 ans qu'il est chef pour qu'il signe maintenant. Non, il n'a jamais été chef pour qu'il signe maintenant. Encore une fois, cette question-là, je défie quiconque, je le dis haut et fort, et relayez mon message à qui veut l'entendre, s'il est sûr de ce qu'il dit, si ce n'est pas l'aigreur, si ce n'est pas de la diffamation, si ce n'est pas parce qu'il ne veut pas de ma tête, il va à la crière. Point barre. Full stop. D'accord. Alors, monsieur, moi j'ai plusieurs questions. Monsieur le ministre, deux questions. Non, je sais qu'il sera accumulé. Monsieur le ministre, depuis votre arrivée, on a assisté. Permettez-moi. Allez-y. Monsieur le ministre, depuis votre départ, votre arrivée, on a assisté à des départs massifs qui ont quand même un certain impact sur le fonctionnement de l'administration, parce que ceux qui sont partis sont allés avec un gros sac d'expérience et ceux qui sont restés n'en ont pas autant. Comment vous remplissez aujourd'hui ce vide-là? Départ massif. Bon, moi je dis encore une fois, peut-être que ce serait bon qu'il y ait vraiment des journalistes spécialistes d'enquête et de recherche qui recoupent les informations, qui partent des données précises, exactes à la main, pour justifier parfois certaines questions. Parce que quand on me dit qu'il y a eu un départ massif, savez-vous qu'il y avait, avant mon arrivée, 117 000 fonctionnaires et quelques à la fonction publique, et que quand on envoie des gens qui devaient être à la retraite depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, sous prétexte qu'ils devraient être là parce qu'ils ont des expériences. Je crois que quand on parle comme ça, on n'aime pas la jeunesse guinéenne et qu'on doute de la compétence des jeunes Guinéens. Non, vous ne m'avez pas compris, monsieur le ministre. Vous ne m'avez pas compris. Croyez-moi, c'est parce qu'on ne donne pas souvent l'opportunité aux jeunes d'exercer. C'est pour cela qu'on croit que nous, les plus anciens, on est plus compétents qu'eux. Mais c'est vrai, on reconnaît que la plupart des jeunes ont des problèmes. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de lumière parmi les jeunes. Et tout le combat que nous menons aujourd'hui, on peut nous insulter, on peut nous taxer de tous les noms d'oiseaux. Mais on n'a qu'un seul objectif. À un moment donné, il faut donner de la chance aux jeunes de prouver leur incompétence. Parce qu'on croit qu'ils sont incompétents. Après, je l'ai toujours dit, la place des indispensables, c'est au cimetière de Cameroun. Si les gens estiment qu'ils sont compétents et qu'ils ne peuvent pas aller, moi je poserais bien la question, comment est-ce que vous avez travaillé 20 ans, 30 ans avec des jeunes qui entrent à la fonction publique au fur et à mesure, 20 ans, 15 ans, 18 ans, vous n'avez pas été capable de transmettre vos compétences, vos connaissances, vos savoirs et vos savoir-faire à des jeunes, et que quand elle a sonné pour que vous alliez à la retraite, et que ces jeunes-là prennent votre place, vous sortez de nulle part pour dire que vous avez des expériences, vous ne pouvez pas aller maintenant là. Moi, je pense que, regardez bien autour de vous, même dans les médias aujourd'hui, c'est l'exemple typique des jeunes compétents. Moi, je ne citerai pas les noms à l'antenne ici, mais j'avoue que dans les médias aujourd'hui, les jeunes sont des lumières. Je ne dis pas les noms, tout le monde connaît. Tout le monde suit Yoma, tout le monde suit Film, tout le monde suit plusieurs médias. On se rend bien compte que les jeunes sont vraiment compétents. C'est vrai. D'accord. Donc, puisque vous avez demandé, monsieur le ministre, l'intitulé de l'arrêté dont il faisait allusion tout à l'heure, il y a un auditeur qui nous a envoyé, c'est l'arrêté 3511 du ministère du Travail et de la Fonction publique portant radiation de 244 fonctionnaires suite à la démission. C'est ça, oui. Maintenant, Lamine Moïma, si c'est vos questions très rapidement, et on va aller avec l'autre invité. Alors, monsieur le ministre, personnellement, moi, je vous félicite pour beaucoup d'actes posés qui relèvent d'un grand courage. Cependant, j'ai quelques questions. Concernant, par exemple, des poursuites que vous avez engagées contre des cadres pour, dit-on, falsification et autres, ils ont été reconnus non coupables en première instance et en appel. Est-ce qu'ils vont reprendre leur place service. Donc, ça, c'est une première question. Deuxième, et par rapport à l'assainissement de ceux qui occupent des fonctions dans les privés auraient sollicité à avoir
de disponibilité, mais le ministère de la fonction publique aurait refusé, je ne le mets pas d'ailleurs au conditionnel parce que je connais des cas, donc a refusé à ces personnes-là, et pourtant c'est un droit pour un fonctionnaire, donc d'avoir cette disponibilité. Et pourquoi ça, monsieur le ministre? Et est-ce que toujours dans le cadre de l'assainissement, vous allez procéder à la conciliation de ce qu'il y a à la Caisse nationale de sécurité sociale concernant par exemple la traque des fonctionnaires dans les privés et ce qu'il y a à la fonction publique, officier de CNS, officier de la fonction publique? Est-ce que cela n'était pas facile pour y arriver? Donc les 3 questions. Merci beaucoup. S'agissant des gens qui auraient bénéficié d'un non-lieu, je suis heureux de l'entendre avec vous. Peut-être que c'est le chemin de la justice, mais moi je suis plutôt surpris que quand l'État, à travers le ministère du Travail et de la fonction publique, met les gens à la disposition de la justice pour contrôle, pour vérification, pour savoir si ce qu'on les reproche est faux ou vrai. Moi je pense que la moindre des choses, c'est il faut retourner faire la rétroaction à celui qui a envoyé les gens. Je prends exactement le cas dans une famille. Lorsque 2 enfants ont des problèmes, Christine et Mamadou, Christine se plaint de Mamadou auprès du papa, le papa juge l'affaire, il rend compte à Mamadou, Christine qui a porté plainte reste exclue, on ne lui fait même pas le point. Ça m'étonnerait que la justice ait agi comme ça. Et si c'est le cas, bon, si c'est ce que les gens ont été privés de leur liberté et privés de leur travail. C'est pourquoi ça attire l'attention. Et de leur salaire. Donc c'est pourquoi ça attire l'attention. Si c'est ce que la loi recommande aussi, on n'a pas besoin d'informer le plaignant de ce qui est arrivé au bout du compte, ben c'est bien. Mais en ce moment-là, de toute façon, les preuves sont irréfutables. Tous ne peuvent pas être non coupables. Les preuves sont irréfutables. Vous le savez mieux que moi, même si vous n'êtes pas dans la boîte. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont joué au niveau de la fonction publique. Mais ça, c'est une question que mais quand vous dites que les preuves sont irréfutables, c'est vous qui jugez de l'irréfutabilité des preuves ou bien c'est la justice? C'est ce que je dis, mais je ne commande pas une décision de la justice. Mais quand vous dites que ça veut dire que le jugement est mal rendu selon vous? Oui. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne commande pas fondamentalement une décision de justice. Mais encore une fois, je dis une chose qui pourrait vous intéresser. Si vous vous plaignez, vous êtes le plaignant, on juge une affaire, on ne vous notifie rien, pas même la grosse, ou quoi. Je ne sais pas si c'est comme ça que la justice fonctionne. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. Mais jusqu'à preuve contraire, je n'ai reçu aucune notification du verdict. Voilà. Disponibilité. Donc, sur ce point-là, c'est ce que je peux dire. S'agissant de la demande de disponibilité qui aurait été refusée, je crois que vous êtes tous au courant. En décembre 2020, nous avons dit aux gens, le détachement, la disponibilité pour raisons personnelles sont reconnus par la loi 027, portant statut général des agents de l'État. Si vous estimez que là où vous êtes actuellement, vous êtes à Cuba FM, vous êtes à plan international, vous êtes à l'UNICEF ou dans toute autre boîte, à MTN ou à Orange, que là-bas ça vous va, la moindre des choses, c'est de formuler votre demande de disponibilité pour 2 ans, renouvelable par exemple. Comme ça, tout de suite on prend l'acte, vous prenez votre disponibilité, quand ça finit, vous revenez combiner j'ai reçu quelqu'un, je lui dis, va immédiatement au niveau de la direction nationale de la fonction publique, ils vont vous expliquer si toutes les pièces sont complètes, vous déposez au secrétariat central, on fait rapidement votre intégration. Et c'était M. Camara. Nous avons fait un communiqué, vous êtes témoin, vous détenez les copies. Nous avons dit aux gens, si vous êtes en double mandatement, en cumul de fonctions, c'est interdit, c'est contraire à l'éthique. Donc, vous avez le choix de revenir à la fonction publique librement et très rapidement, ou de rester là où vous êtes au privé. Mais nous, on vous coupe à la fonction publique. Et il n'y a pas de droit pour eux de disponibilité, d'avoir une disponibilité, et pourtant la loi leur reconnaît cela? Mais est-ce que vous êtes en train de bien me suivre? Oui, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, mon Cissé. En décembre, c'est ce que je dis. Les gens ont été interpellés, mais certainement les gens n'ont pas cru.
Comme nous sommes en Guinée, il y a un temps pour ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Allez-y. En décembre, nous avons émis un communiqué. Nous avons émis une circulaire. On a basculé partout. Nous avons dit aux gens, vous ne pouvez pas être en position de cumul de fonctions. Vous ne pouvez pas servir des rois à la fois. Soit vous restez au privé, et votre choix, vous faites une demande de disponibilité, on la signe, 2 ans, après vous revenez selon votre choix. Sinon, revenez à la fonction publique et arrêtez là où vous êtes. Décembre 2021, ils n'ont pas obtempéré. Nous avons émis une autre circulaire, je crois, début octobre. Nous avons dit, avec insistance, encore une fois, veuillez vous présenter ou bien revenir à la fonction publique. Les gens n'ont pas daigné revenir. Nous avons entendu des commentaires du genre, le CNRD va bientôt partir, nous n'allons jamais démissionner, nous allons revenir tout de suite après. Du genre, laissez-les. Par le passé, on a fait ça, ça n'a jamais marché, nous n'allons jamais nous déclarer. Maintenant, ils ont leur réaction, leur stratégie, nous avons les nôtres, nous avons utilisé, et aujourd'hui, nous avons commencé à récolter quelques fruits. Plutôt que de m'assaillir des questions, c'est aux gens, au nom des éthiques, de la morale, de nos religions respectives, de leur dire, lorsque vous travaillez à Djoma FM, à ceci, cela, à CDG, vous êtes payé là-bas 20 millions, 30 millions, 40 millions. De quel droit vous restez à la fonction publique pour prendre encore 1,5 million, 2,5 millions depuis 15 ans, 20 ans, sans jamais être rassasié? Est-ce que normal? Est-ce que l'éthique le commande? Est-ce que la loi le commande? C'est plutôt les questions que vous devriez poser. De poser à tous ces gens-là plutôt qu'à moi. D'accord. Maintenant, et les différents fichiers de la fonction publique? Pour parvenir très rapidement. Pour la Caisse nationale, pour vous et pour le secrétariat général du gouvernement. Et même pour le ministère du budget. Ah oui, pardon. Les différents fichiers. D'abord, le fichier de la Caisse nationale de sécurité sociale, il nous intéresse. Mais c'est juste pour croiser, pour savoir si des gens qui sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale ne sont pas aussi des gens qui émergent à la fonction publique. Mais encore, il y a des limites. Parce que dans ces pays-là, on sait très bien que beaucoup de gens sont en train de travailler au privé, soit eux-mêmes, ils ne se déclarent pas, ils ne s'affilient pas à la Caisse nationale de sécurité sociale, oui, ou bien leur employeur ne les déclare pas, ils les cachent. Donc si on se fie seulement à la Caisse nationale, au fichier de la Caisse nationale de sécurité sociale, nous n'aurons pas une information fiable. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, on a d'autres fichiers publics. Le fichier de la fonction publique, le FGA, le fichier des actes administratifs, qui est domicilié au secrétaire général du gouvernement, et le fichier solde, qui est logé au niveau du ministère du budget. Ces 3 fichiers, jusqu'à nouvel ordre, ne se parlent pas, ne sont pas harmonisés. Les données ne sont pas synchrones. Les données ne sont pas identiques. De telle sorte que si, au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique, nous avons 80 000 fonctionnaires, y compris des contractuels, que ce soit les 80 000 actes qui soient au niveau du secrétaire général du gouvernement, que ce soit 80 000 salariés qui soient payés à partir du budget. Malheureusement, pour le moment, c'est ce qui n'est pas évident et c'est ce qu'il va falloir mettre à jour. La Guinée est l'un des rares pays au monde où vous avez affaire à 3 fichiers qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas et qui n'ont pas toujours des données cohérentes intégrées. D'où la nécessité de produire un fichier unique, sorte pour que fichier unique général de la gestion administrative et des soldes, qui va être un fichier de référence, de telle sorte que les mêmes informations soient à tous les niveaux. Oui, mais à date, ce travail, il est à quel niveau? Il a débuté, il a combien de pourcents? Ben, je ne peux pas vous le dire. Hein. Il y a des choses que je ne peux pas dire à l'antenne. Ça n'a pas débuté? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas fortuit. Je n'en dirai pas plus. Alors, les fonctionnaires qui sont dans les EPA, est-ce qu'eux, ils peuvent prendre une disponibilité, s'ils sont à la fonction publique, bien entendu? Oui. En fait, ceux qui sont dans les EPA, normalement, ce que la loi dit, ils doivent se mettre en détachement. Mais ça dépend. Vous savez qu'il y a des EPA qu'on qualifie d'EPA, mais en réalité,
les salaires ne sont pas couverts par les subventions, par les transferts qu'ils reçoivent. Quand il s'agit de tels cas, puisqu'ils sont toujours moitié au service de l'État et qu'ils n'ont pas de salaire fondamentalement dans ce qui est dit EPA, mais à quoi bon de ne pas continuer à les payer, puisqu'ils ne touchent aucun salaire là où ils sont. Mais si l'EPA dans lequel où ils travaillent couvre leur salaire entièrement, dans ces conditions, ils doivent se mettre en détachement. Mais l'un dans l'autre, la loi dit que si vous êtes dans un EPA, vous devez vous mettre en détachement. Maintenant, il revient de façon consensuelle à l'intérieur du gouvernement de raccorder nos violons pour savoir que, attention, même s'il est en détachement, c'est formel. Là où il travaille dans des PA là-bas, il n'a pas de salaire, donc il peut continuer à conserver son salaire. Mais si là où il évolue, il est payé normalement, c'est reconnu, la subvention est accordée par l'État, il est payé, il doit se mettre en détachement totalement, aussi bien en termes de salaire qu'en termes administratifs. Voilà ce que je peux dire. Julien Yombouno, ministre du Travail et de la Fonction publique, beaucoup de questions de la part des auditeurs et téléspectateurs et même les internautes. C'est quand même intéressant qu'on échange régulièrement avec vous parce que le ministre du Travail et de la Fonction publique, c'est le patron, c'est l'employeur de l'ensemble des travailleurs d'ici jusqu'en ZO. Nous souhaiterions que cette disponibilité soit de votre côté à tout moment parce qu'on ne peut même pas prendre toutes les préoccupations de l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs. Vous acceptez ça pour nous? Ça, la question ne se pose pas. En fait, dans ce pays-là, les gens, ils ne veulent jamais aller à la source. J'ai toujours dit et redit, et j'en profite à l'antenne ici pour le dire, nous sommes un gouvernement, les communications sont bien structurées et les communications doivent porter sur les actions prioritaires qui nous sont dévolues. L'assainissement est une action prioritaire. Quand il y a des questions sur l'assainissement, je suis obligé, dans le cadre de la redevabilité, de la bonne gouvernance, de communiquer là-dessus. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. J'ai toujours dit que nous avons un service com, que nous avons une série de communication du gouvernement. N'importe quel média qui veut m'avoir doit passer par mon service com. C'est compris. Et mon service com gère avec Julien la série de communication du gouvernement. De passage, on salue donc votre service de communication qui nous a facilité cette interview, Baba Kouyaté. Merci encore une fois d'être passé dans cette émission, une première d'ailleurs. Deuxième. Une deuxième. Il était passé précédemment. Ouais, une deuxième. C'est en présentiel qui reste. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien.